Bien. Ben, merci Marjorie. Je passe à la question suivante. Une question qui revient très fréquemment également. Peut-on couper les patchs? Alors, comme je disais dans la présentation, souvent on avait, enfin surtout à la période où les traitements de substitution nicotinique n'étaient pas remboursés, on avait vraiment des difficultés avec certains patients qui avaient peu de moyens, qui devaient faire l'avance des traitements parce qu'ils étaient remboursés ultérieurement. Et finalement, quand on changeait de dose de patch, je vous donne un exemple, quand on passait de 14 à 7, ils avaient encore beaucoup de 14 et ils devaient racheter des 7. Bien entendu, on leur proposait de couper les 14 qui restaient pour faire 2 7. Alors, il est vrai qu'il y a des laboratoires qui nous disaient que la matrice du patch était faite de telle manière que la diffusion ne serait pas homogène. Évidemment, si le patient il ressent un problème, ben, nous, on réadaptera. Mais honnêtement, pendant mes années d'accompagnement de personnes et de prescription, j'ai pas vu de personnes qui étaient en reste avec parce que le patch était coupé. Lorsqu'il y avait les patchs qui étaient, rappelez-vous, de couleur chair, marron et rond, c'était plus difficile quand on le coupait parce que pour le coup, il collait vraiment beaucoup moins bien puisque la colle n'était que sur le pourtour du patch, alors que sur le patch carré, la colle est sur l'ensemble du patch. Donc là, on coupe. Alors, il faut surtout faire attention au sens dans lequel on le coupe, parce que si on le coupe d'une certaine façon au début, après, on ne pourra pas enlever la seconde opercule. Donc, il faut couper perpendiculaire finalement à ce qui est déjà prédécoupé pour enlever l'opercule. Donc, ça, c'est important. Mais avant, voilà, quand c'était les ronds, ben, parfois, quand ils étaient coupés, ils ne recollaient plus après. Donc, en fait, voilà. Comment mesure-t-on l'intensité du craving? Alors, on va mesurer l'intensité du craving un peu finalement avec, comme l'échelle visuelle analogique, on va demander à la personne entre 0 et 10 où est-ce qu'elle situe son craving. Comme vous l'avez vu quand je vous ai présenté la dia qui concernait l'agenda du craving, il y a la petite case intensité. Alors, c'est sûr que pour certaines personnes, si on leur dit faible, moyen ou fort, ben c'est tellement subjectif que finalement, de donner un chiffre, ça apporte vraiment une réponse précise. Et puis, ce qui va être intéressant à voir, c'est l'évolution du craving. Et puis, la personne, elle va pouvoir se rendre compte que ben, son craving, finalement, tabac, il pourra être à 8 avant d'avoir pris la pastille. Et puis après, ben, il va être descendu à 3 ou à 2. C'est aussi intéressant d'expliquer que en fonction des addictions des produits, le craving, il va être persistant plus ou moins longtemps. Un craving tabac, ça va durer que quelques minutes, alors que pour certains autres produits, ça peut durer une demi-heure. Voilà. Donc, vraiment, expliquer ça, que ben, l'intensité, moi, je pense que c'est le plus simple, entre 0 et 10, de savoir si autour de cet épisode de craving, il y a eu quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui a déclenché et qu'est-ce que la personne elle a essayé de mettre en place pour déjouer ce craving, de brancher son cerveau sur autre chose, en fait, d'aller ben, se chercher un verre d'eau. Alors parfois on se dit le verre d'eau, ouais, c'est pas sexy, ça sert à rien, c'est de l'eau. Mais en fait, le temps de se lever, d'aller chercher un verre, de faire couler l'eau, qu'elle soit froide, de boire le verre d'eau, ben déjà, en fait, l'esprit est déjà parti un petit peu ailleurs. Voilà. Mais il y a une dimension qui est propre aussi à la personne. Et il faut expliquer ça pour qu'ils aient ça en tête aussi. Voilà. Mais petit à petit, il apprivoise le craving. Et l'idée, c'est que parfois, ben, c'est le craving effectivement qui va gagner. D'autres fois, ben, c'est la personne. Mais que plus on va avancer dans le temps, moins le craving il sera fort. C'est un peu comme des vagues. Au début, il y en a beaucoup, elles sont très fortes. Et petit à petit, ça va s'espacer et l'intensité sera moindre. Une question sur le testeur de CO. C'est un participant qui témoigne. J'ai un testeur très vieux. Où le faire vérifier? Je n'ai pas les documents de cet appareil. Il est déjà à l'infirmerie depuis 4 ans. Ah.
Eh bien, il faut normalement, derrière le testeur de CO, il y a une petite étiquette où il y a la marque du testeur de CO et les références. Sinon, avec la photo, on peut sur Internet, en fait, il n'y en a pas 10 milliards, surtout s'il est vieux. Il y avait 3 modèles, un vert et un blanc, un gris qui était rectangulaire, voilà. Donc, en fonction du modèle, il peut retrouver le laboratoire et à ce moment-là, il demande, mais s'il fait pas partie d'une structure qui a en fait un service qui est chargé de faire la révision et d'étalonner, parce qu'il faut l'étalonner en fait, eh bien malheureusement, il ne va pas pouvoir le faire seul ou ça va peut-être lui coûter une fortune de l'envoyer au laboratoire pour le faire étalonner. Voilà. Donc, parfois, on récupère comme ça des outils, mais le problème, c'est que l'étalonnage, il se fait tous les ans. Donc, s'il n'a pas été étalonné, peut-être que les chiffres sont faux. Peut-on faire financer un testeur? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça reste à préciser parce que je suppose que bientôt ce sera levé, mais il n'y a toujours pas dans les recommandations de la Société francophone de tabacologie, ça nous a encore été rappelé par une de nos collègues il y a 15 jours, n'a toujours pas levé la précaution de ne pas utiliser le testeur de CO en consultation avec les patients. Donc, voilà, après le faire financer, peut-être que ça peut entrer dans un appel à projet avec peut-être du matériel, mais ça, je ne suis pas assez experte dans cette accompagnement projet. Faut poser la question. Ça peut être peut-être un prêt avec une structure qui en a un et qui le prête aussi. Voilà. Ou peut-être un achat groupé s'il s'agit par exemple Un d'une achat MSP. groupé. Surtout que les derniers modèles se sont vraiment adaptés à la Covid et il y a moins de risques, les valves anti-retour, enfin, il y a des choses qui font qu'il y a moins de risques pour le patient et peut-être moins aussi de consommables à recommander. Voilà. Visiblement, c'était plus simple, les dernières générations de testeurs CO. Pour un arrêt de e-cigarette, comment estimer le meilleur dosage? Eh bien, en fait, quand on arrête la e-cigarette, on va repasser par le patch. Parce que vous l'avez compris, on est dans une forme rapide avec la e-cigarette. Et en fait, on va repasser par l'usage des patchs. Et là, en fait, petit à petit, il va falloir travailler sur le dosage du liquide et l'utilisation aussi, le comportement aussi, l'utilisation de la vape, parce que même quand il reste plus de nicotine, va falloir voir comment la personne, elle vape, où et pourquoi finalement. Mais en fait, c'est petit à petit avec des patchs et en interrogeant en fonction de ce que la personne ressent. Mais on va partir sur un patch moyen en fonction du dosage qu'il y a dans le liquide pour petit à petit diminuer. Voilà. Il s'avère qu'on a des nouvelles études très récentes qui nous ont montré que, eh bien, avant, on disait toujours, les patients, ils vapent, on dirait qu'ils ont un doudou là, à la bouche, ils sont tout le temps en train de vaper tout le temps. Et en fait, on leur conseillait, nous-mêmes professionnels, de moins vaper, mais de vaper avec un plus grand dosage. Et finalement, maintenant, les études nous montrent le contraire, ce qui paraît logique aussi. Il vaut mieux qu'ils aient moins de nicotine, mais peut-être plus souvent, mais finalement, ce sera un petit shoot un peu plus aplati, voire très aplati, plutôt que d'avoir comme ça des pics. Donc, voilà, c'est pas un problème, enfin, c'est pas un problème, entre guillemets, si finalement, ils vapent très souvent. Après, petit à petit, c'est un apprentissage aussi. Il faut qu'ils apprennent à plus vaper dans la voiture, au bureau, parfois derrière l'écran. Parfois, ils se remettent à vaper discretos. Voilà, bon, c'est tout un apprentissage également. On avait une question que je vais répondre en direct pour pouvoir prendre la dernière que j'avais listée. Donc, les femmes enceintes peuvent se rassurer en allant sur le site du CRAT. Donc, il y a une participante qui demandait qu'est-ce que c'est que le CRAT. Donc, c'est le centre de référence sur les agents tératogènes. Donc, je vais vous mettre, si vous voulez aller visiter le site, le lien dans la discussion. Et justement, donc le CRAT qui justement avait un avis défavorable concernant la position des logos sur les boîtes de substituts nicotiniques pour les femmes enceintes.
Donc, c'est plutôt rassurant. Les femmes enceintes peuvent bien utiliser les substituts nicotiniques et c'est d'ailleurs recommandé. Pour la petite histoire, pour expliquer aussi aux personnes, c'était une femme enceinte qui était un personnage politique, préfète ou je ne sais pas, qui a utilisé de la dépakine pendant ses 2 grossesses et qui ont eu un effet en fait sur ses enfants à naître et qui a réussi à mettre ça en place par rapport aux médicaments, voilà. Mais ça vient de là, d'un problème de dépakine. Et pour le coup, en fait, tous les traitements, dont les substituts, ont eu ce logo sur leur boîte. Comment fait-on pour procéder à la réduction des patchs pendant le suivi? Eh bien, par rapport à la réduction des patchs, c'est en fonction de ce que nous dit le patient, ce qui nous rapporte de comment est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il commence à se sentir en surdosage si ça fait longtemps en fait qu'il a le patch à tel dosage. Et puis de toute façon, rien n'est gravé dans le marbre. On peut faire des diminutions tout en expliquant à la personne qu'il est toujours finalement temps de faire machine arrière et que c'est en aucun cas un échec ou une dévalorisation, c'est juste que on s'adapte justement à la situation. Donc voilà, on fait des tests, mais grosso modo, on ne va pas laisser les gens avec 3 mois de patch au taquet alors qu'ils se sentent en surdosage. Hein. Bien entendu, à un moment, il faut baisser, il faut faire des tentatives. Et c'est là aussi que les fameux patchs coupés peuvent nous aider parce que parfois, ils restent avec un quart de demi de patch, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie parfois d'enlever les patchs. Mais on leur dit que peut-être à un moment, ce sera nécessaire de les reprendre. Et si vous avez expliqué ça dès le début, c'est moins problématique pour la personne qui prend ça parfois pour un échec. Voilà. Au contraire, c'est juste qu'on s'adapte et on a écouté le problème. Très bien, merci Marjorie pour tous tes éléments de réponse, pour aussi avoir animé en grande majorité ce temps de sensibilisation qui, on l'espère, vous sera utile.